Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, après plusieurs semaines de travail technique, les experts internationaux recrutés pour l'audit du fichier électoral ont officiellement achevé leur mission. Ce mardi, un séminaire de restitution a été organisé en présence de plusieurs acteurs, le compte rendu dans ce journal. Dans plusieurs établissements à travers le Bénin, les cours de vacances ont déjà commencé. C'est une chance pour les élèves de se préparer à l'année scolaire à venir en découvrant les premières notions du programme. Mais en quoi ces cours sont-ils vraiment utiles aux apprenants? La réponse dans un instant. Et puis, dans l'actualité hors du Bénin, le Conseil constitutionnel du Cameroun examine 35 recours de candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre, l'affaire Maurice Kamto, centrée sur une querelle de leadership au sein du Manidem. Mission accomplie pour les experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral. Ce mardi, un séminaire de restitution s'est tenu en présence des institutions étatiques, exécutives, législatives, judiciaires, mais aussi des partis politiques, toutes tendances confondues et de la société civile. L'ouverture des travaux a été assurée par Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le reportage. Un fichier électoral fiable, selon Jean-Baptiste Elias, est la colonne vertébrale d'un processus électoral fiable. En initiant cet atelier de restitution des résultats des travaux des experts chargés de l'audit du fichier électoral du Bénin, le comité de pilotage conduit par Jean-Baptiste Elias a voulu présenter aux différentes institutions et acteurs politiques impliqués dans le processus électoral le résultat des travaux des 4 experts recrutés dans le cadre du toilettage du fichier électoral. En moins de mois de travail, leur mission se résumait en 4 points essentiels, à savoir: procéder à une analyse technique, juridique, organisationnelle et opérationnelle du fichier électoral. Deuxièmement, évaluer la qualité des données d'identification et d'enregistrement. Troisièmement, mesurer l'inclusivité du dispositif, sa sécurité, sa fiabilité. Quatrièmement, formuler des recommandations précises en vue des prochaines élections municipales, législatives et présidentielles. Pour rappel, l'idée de toilettage du fichier électoral est née de la rencontre entre le chef de l'État et le parti Les Démocrates. Rencontre au cours de laquelle ce parti avait évoqué les insuffisances liées au fichier électoral. Des doléances auxquelles le chef de l'État a cédé, ce qui a conduit à la mise en place d'un comité chargé des travaux. Il est question au cours des échanges de ce jour de recueillir des amendements à intégrer dans le rapport général pour avoir un résultat plus explicite. Et cette équipe vous a promis qu'elle vous recevra encore. Elle vous reçoit aujourd'hui pour partager avec vous ce qu'elle a constaté. Pour partager avec vous ce qu'elle pense être nécessaire par rapport à l'avenir. Mais aussi, dans le cadre de la participation ou de votre rapport, pour vous écouter, discuter, échanger autour de ces conclusions. J'insiste, le rapport final sera consolidé après cette séance. Le présent atelier sera sanctionné par une conférence de presse pour expliquer aux acteurs des médias les différentes étapes qui ont conduit à l'obtention de fichiers électoraux informatisés. Parlons éducation à présent. Dans de nombreux établissements du Bénin, les cours de vacances battent déjà le plein. Ils permettent aux élèves de se remettre dans le bain scolaire et de prendre une longueur d'avance sur le programme à venir. Mais quels bénéfices concrets les apprenants peuvent-ils en tirer? Élément de réponse dans ce reportage. Après un mois de repos, marqué par les vacances scolaires, écoliers et élèves renouent avec les cahiers. Place désormais aux cours de vacances, une période transitoire qui permet aux apprenants d'approfondir leurs connaissances et de découvrir les premières notions des classes qu'ils intégreront à la prochaine rentrée. Pour plusieurs acteurs du monde éducatif, ces cours sont essentiels. C'est une façon d'occuper
les enfants pour qu'ils ne perdent pas pied complètement entre 2 années scolaires. Parce qu'il y en a qui s'amusent et à la rentrée oublient tout. Donc à travers les cours de vacances, on leur fait une remise à niveau et une ouverture sur les programmes, les divers programmes de l'année scolaire qui va s'ouvrir bientôt. Les cours de vacances sont faits souvent pour pouvoir rehausser un peu le niveau des enfants avant la reprise des cours. C'est-à-dire des enfants qui passent en classe supérieure avec des moyennes plus faibles, ces consonnes, il y a des rachats par-ci, par-là. Donc, il faut rehausser un peu leur niveau. Certains pensent que par les vacances, il faut se reposer, il faut dormir. Mais c'est les mettre en contact avec leurs anciens cahiers, parce qu'à travers les cours de vacances, on fait une révision et on fait une ouverture sur le programme de l'année scolaire qui va s'ouvrir. Et souvent, ça s'accentue sur le français et la mathématique. C'est ça l'essentiel. L'enfant qui sait bien lire et bien écrire doit pouvoir mieux comprendre les autres matières. C'est pour cela que nous mettons notre objectif pour les cours de vacances, surtout sur le français et la mathématique. Tout athlète qui veut affronter une compétition se prépare. Donc les cours de vacances constituent une préparation comme un athlète pour affronter les compétitions à venir. Déjà, quand il suit les cours régulièrement et il manque un seul cours, il n'arrive pas à se rattraper dans la classe. Ça fait 1 de moins. Maintenant, il va rester à la maison pendant toutes ces vacances-là, passer 3 mois à la maison sans rien apprendre. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc, l'enfant, c'est une obligation pour lui de suivre les cours de vacances. Là, il sera déjà dans le bain de la classe dans laquelle il va commencer la rentrée. Et quand il sera pour la première fois dans la classe, il sera en contact déjà des cours déjà faits pendant les cours de vacances. Et ça va lui faciliter la tâche en cours de l'année. C'est une période clé durant laquelle les élèves doivent se préparer pour relever les défis de la prochaine année scolaire. Ces acteurs de l'éducation en profitent pour leur adresser de précieux conseils. Aux élèves, moi je vais leur demander de prendre en considération tout ce qu'on leur propose comme nouvel enseignement à travers les programmes qu'on leur annonce déjà pour les nouvelles classes. Il ne faudrait pas qu'ils prennent les cours de vacances pour des séances d'amusement ou des séances de balade ou de promenade. Parce que nous voyons beaucoup de choses. Mais notre rôle ici est de les éduquer et de leur montrer le chemin, surtout pour leur avenir. Parce que c'est l'avenir que nous préparons. Surtout par ces temps difficiles, il faudrait quand même aider aussi les parents à résoudre ces problèmes en matière d'encadrement. Donc voilà le travail que nous faisons. À la reprise, tu dois être sage, tu dois être attentif en classe, tu dois être à l'écoute de ton maître ou bien de ta maîtresse. Tu dois apprendre régulièrement tes leçons pour que tu puisses bien travailler en classe et faire même des devoirs de maison qu'on te donne régulièrement. Un bon élève doit le faire. La période des cours de vacances s'étend généralement sur 1 mois. Cette année, elle prendra fin le vendredi 29 août 2025. Les apprenants disposeront alors de 2 semaines pour se préparer avant la rentrée scolaire 2025-2026 prévue pour le 15 septembre prochain. Et dans le reste de l'actualité, à la veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, l'ancien président Boni Yayi a livré un message au ton franc mêlant bénédiction, exhortation et critique politique. Dans une allocution empreinte de solennité, Boni Yayi a dénoncé la situation des libertés publiques au Bénin. Depuis 2016, il évoque des cas de non-respect des droits de l'homme, notamment en matière électorale. Suivons un extrait de ses propos. Je voudrais rassurer les uns les autres. Je voudrais faire en sorte que vous puissiez éviter le stress, que vous puissiez limiter vos inquiétudes, l'amertume, les lamentations. C'est vrai, notre Dieu a déjà écouté vos gémissements, les gémissements de tout un peuple. Et ce Dieu-là ne manquera pas de nous exaucer. Voilà en fait ma prière que je voudrais formuler à votre endroit en ce qui concerne
cette volonté de tout un peuple de voir toutes les sensibilités politiques participer à la gouvernance parlementaire au titre, disons, comment dirais-je, au titre de la prochaine mandature suite aux élections de 2026. Je profite de l'occasion alors pour lancer cet appel pour votre implication massive dans ce processus électoral. Ne dites pas que le code est incertain et que ce n'est pas la peine d'aller voter. Non, sortez massivement, impliquez-vous pour que ce processus puisse aboutir à la vérité des urnes. C'est-à-dire dans un processus qui nous permettra de tous de sécuriser les urnes et qui amènerait chacun à contrôler son vote. Tout ceci concourt à la recherche de la paix. Je voudrais également, mes chers compatriotes, partager avec vous ce point délicat, une situation que nous sommes en train de suivre. En tout cas, nous ne croyons pas à cela. L'éventualité d'un parlement monocolore, c'est-à-dire des élections sans le parti Les Démocrates. Je n'y crois pas tellement à cela. Si vous en prenez cela, je considère que ceci n'est pas possible. Nous sommes entrés dans une phase où les uns et les autres ont compris qu'il faut absolument organiser des élections inclusives et transparentes et sécurisées. Ceci est important parce que lorsqu'on voit le passé, on a constaté que les difficultés que nous avons eues découlent des exclusions. Les exclusions électorales sont toujours difficiles dans une nation comme la nôtre. Je ne pense pas que de telles situations puissent encore se renouveler. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, LD ira aux élections et nous ferons tout pour que LDE puisse siéger au prochain Parlement qui sortirait des élections de janvier 2026. L'alternance a déjà joué, on est organisé dans les cœurs des Béninois. Ce qui reste, c'est de valider, c'est la validation par ce jeu électoral qui s'annonce. C'est dans ce cadre que, naturellement, je lance un appel à tous à se préparer depuis le début des dispositions à prendre et à respecter le cadre institutionnel de ces élections. Les consignes de l'ANIP pour que tout le monde aille s'enrôler, que l'ANIP puisse prendre les dispositions pour enrôler nos populations en âge de voter, parce qu'il s'agit de donner la parole à ce peuple-là, au terme des 10 ans, marquant le mandat du président Patrice Talon. Donc, sortez-vous tous, mes chers compatriotes, chers jeunes, les femmes, mes chers mamans. Je ne peux pas vous oublier de pareilles circonstances. Et je renouvelle également ce sentiment qui m'a toujours animé. Vous êtes toujours belles, très belles. Sortez, sortez, mobilisez-vous. Allez vous inscrire dans LD. Et tous, massivement, dans la paix, dans la discipline. Et l'esprit républicain qui a toujours caractérisé notre pays. En interactualité, au Nigeria, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2027, l'ancien candidat de 2023, Peter Obi, revient sur le devant de la scène politique avec un message clair. S'il est élu, il ne fera qu'un seul mandat de 4 ans. L'ex-gouverneur de l'État d'Anambra a réaffirmé cette promesse, insistant sur sa volonté de gouverner avec efficacité plutôt que de s'éterniser au pouvoir. Le reportage. Un seul et unique mandat de 4 ans en tant que chef de l'État. Peter Obi, l'ancien candidat à la présidence au Nigeria, a déclaré que s'il est élu lors du prochain scrutin en 2027, il ne fera qu'un seul mandat de 4 ans avant de quitter la magistrature suprême. Dans un message publié sur le réseau social X, il a déclaré que la longévité d'un mandat n'est pas une marque de succès. L'ancien candidat a pour cela cité plusieurs personnalités mondiales de premier plan, dont l'ancien président américain Abraham Lincoln et Nelson Mandela d'Afrique du Sud, qui selon lui ont laissé un héritage durable malgré la brièveté de leur mandat. Pour l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra, cet unique mandat lui permettrait de réaliser de grandes avancées pour le pays. Il se base d'ailleurs sur son bilan politique,
pour affirmer qu'il a tenu ses promesses de campagne en matière d'éducation, de soins de santé, d'infrastructures rurales et de prudence financière. Peter Obi a déclaré que son objectif est de transformer le Nigeria d'une nation consommatrice en une nation productive en s'appuyant sur l'agriculture, la technologie et l'industrie. Lors de l'élection de 2023, le candidat s'est présenté comme un concurrent sérieux des deux principaux partis du pays, en voyant sa popularité augmenter au fil de la campagne. Rendez-vous de la dernière chance devant le Conseil constitutionnel pour les candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Ces 11 membres étudient les 35 recours introduits à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin. Parmi ces recours, celui du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie pour le compte de Maurice Kamto, présenté comme le principal opposant du pouvoir. Le reportage. Le contentieux préélectoral s'est ouvert ce lundi à Yaoundé, une ville sous haute tension. Au Conseil constitutionnel, tous les représentants et les avocats de chaque candidat étaient présents. Parmi les cas évoqués, celui de Léon Tellier-Onana du RDPC contre le président Paul Biya. Ce candidat contestait l'incompatibilité de la candidature du président national du RDPC, argument rejeté par l'avocat de la défense. Le candidat Paul Biya a été investi par des instances du RDPC qui ne sont plus légitimes. Voilà ce qu'il dit. Je le résume. C'est d'ailleurs ce que M. le conseiller a rapporté. Il a dit que le candidat Paul Biya a été investi par des instances du parti politique RDPC qui ne sont pas légitimes. Que le candidat Paul Biya, en tant que président de la République, est inéligible parce qu'en même temps, il exerce une fonction publique de président national du RDPC. Le Conseil constitutionnel a estimé que les éléments présentés par le conseiller municipal RDPC à Monatélé n'étaient pas fondés juridiquement. Par ailleurs, le recours de Maurice Kamto pourrait être rejeté par la Cour constitutionnelle s'il est démontré qu'Anissé Ekane n'était plus président du Manidem depuis 2021, comme l'a déclaré le ministère de l'administration territoriale. Le gouvernement rwandais, par l'intermédiaire de sa porte-parole Yolande Makolo, a annoncé que le Rwanda et les États-Unis d'Amérique sont parvenus à un accord prévoyant l'accueil à Kigali de 250 migrants expulsés des États-Unis. Cet accord intervient dans le cadre de la politique de l'administration du président américain Donald Trump qui a adopté une approche stricte concernant la question de l'immigration. Suivons. Le Rwanda s'est engagé avec les États-Unis pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés du territoire américain. L'accord signé en juin dernier prévoit une prise en charge complète. Washington a récemment transmis une première liste de 10 personnes à réinstaller, marquant ainsi le début concret de cette coopération. Selon la porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo, ces migrants bénéficieront d'une formation professionnelle, d'un accès aux soins de santé et d'une aide au logement. Le Rwanda justifie cet engagement par sa propre histoire, où presque toutes les familles ont connu le déplacement. Kigali se réserve toutefois le droit de refuser toute personne que Washington souhaiterait expulser. Bien que critiquée, cette démarche incarne la vision de l'administration américaine, multiplier les expulsions vers des pays tiers. Le Rwanda, de son côté, mise sur cette initiative pour renforcer son image de pays d'accueil. C'est une nouvelle illustration de la violence qui gangrène Haïti. À Kanskov, 9 personnes ont été enlevées à l'orphelinat Sainte-Hélène. L'établissement, créé en 1988, accueille environ 270 enfants, dont une cinquantaine vivant avec un handicap. Parmi les victimes, une ressortissante irlandaise, responsable de la section réservée aux enfants à mobilité réduite. C'est après moi. Un corridor sécuritaire a été installé autour de l'orphelinat Sainte-Hélène de Kenskov, une commune au sud-est de Port-au-Prince. Dimanche, des gangs armés ont enlevé 9 personnes, dont un enfant de 3 ans en situation de handicap. Depuis, la psychose a gagné la majeure partie des habitants vivant dans cette zone.
Il ne reste presque plus personne dans le quartier. Nous ne pouvons pas travailler ici avec le cœur inquiet en permanence. Vous voyez des gangs armés, des gens qui viennent vers vous, vous disent de courir ou de vous arrêter. Parmi les victimes figure la responsable de l'établissement, Jenna Erati, une missionnaire irlandaise présente dans le pays depuis 1993. 7 employés haïtiens, dont une infirmière. L'orphelinat accueille environ 270 enfants, dont une cinquantaine vivant avec un handicap. Nous courons alors que nous devrions nous occuper de notre plantation. Nous ne pouvons rien faire pendant cette saison. Nous devons planter des haricots, mais nous ne pouvons pas le faire à cause de la situation. Tout le monde court. Nous ne pouvons pas rester dans la région à cause des coups de feu. Nous ne pouvons pas nous détendre. À ce jour, aucune revendication ni rançon n'ont été formulées par les cerveaux de ce rapt. Depuis janvier, la police haïtienne poursuit ses raids contre les bandits à Kenskoff. La commune est toujours sous la menace des gangs. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.